Bonsoir à tous. Donc Jean-Luc Lejeune, je vous arrive de l'Argoat, la partie centrale des Côtes-d'Armor. Je travaille sur le lac de Guerlédan comme guide animateur nature et éducateur sportif. Et on va faire ce soir un petit tour au pays des charbonniers. Donc le charbon de bois commence en forêt. Il y a beaucoup de monde en forêt et on va faire un petit tour pour commencer des différents métiers de la forêt. Le premier, c'est le bûcheron. Donc, cette peinture nous montre la taille des bois que l'on utilise pour le charbon de bois, qui est pas ordinaire. On utilise du bois assez fin, puisqu'on est sur du taillis, de la repousse. Très souvent arrive l'écorceur derrière, l'écorceur de bois, donc qui va servir aux tanneries. Donc, on va avoir des moulins. On appelle des moulins à temps, qui vont broyer toute cette écorce de bois en poudre, de manière à pouvoir être vendus aux tanneurs. Les tanneurs qui, eux, ne sont pas en forêt, ils sont généralement assez proches des villes. On a toute une série de photos de Achille Millien, qui est un poète français, qui nous a fait une série qu'il a agrémentée d'un de ses poèmes, et qui permet d'avoir des témoignages de métiers sur lesquels on n'a autrement quasiment pas d'iconographie. On a le fagoteur, parce qu'on est à une époque où rien ne se perd, et donc les petits branchages que l'on ne peut pas brûler dans une meule traditionnelle, eh bien, sont récupérés pour faire des fagots qui vont servir à faire la cuisine dans les maisons ou pour les fours à pain. On a un métier important pour le charbonnier qui est le fendeur, puisque comme on utilise des sections de bois assez fines, de l'ordre de 10 cm, tous les gros arbres sont refendus. De manière à ce que ça soit plus facile pour la combustion de la forêt. Et il y a certaines variantes, par exemple le mérandier qui lui refend spécifiquement le bois sur quartier pour être vendu aux tonneliers. Donc lui, il exploite les meilleurs bois. L'ensemble des petites images que l'on voit, là je vous ai mis les références tout à la fin. Et un livre de référence sur les vieux métiers qui est fait par Gérard Boutet, si vous avez l'occasion de le trouver. Un problème inhérent au métier de la forêt, c'est le transport du bois. Et donc tout ce qui peut être débité en forêt, de manière à alléger le transport, est fait sur place. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui travaillent spécifiquement au cœur de la forêt et qui souvent y habitent. Et ici, ce sont les scieurs de long. Donc, un métier particulièrement difficile avec celui qui est en haut qui s'appelle le chèvrier et celui qui est en dessous qui s'appelle le renardier. Et donc ils vont déligner des planches en long sur des arbres de plusieurs mètres. Alors le cerclier, lui, fabrique spécifiquement, ici c'est Mathurin Méheux qui nous l'illustre, il fabrique spécifiquement des cercles de barrique. Il préfère le châtaignier, mais quand il n'en trouve pas, il peut utiliser d'autres essences. Et évidemment, il va livrer au tonnelier. Mais le tonnelier, lui, ne va pas travailler en forêt. Il sera approvisionné par le mérandier et par le cerclier. Beaucoup de sabotiers en forêt. Donc, ils vont travailler le sabotier, souvent le hêtre, de préférence le hêtre, parfois le peuplier, mais il n'y en a pas en forêt. Parfois l'aulne aussi. Mais on va dire que la majorité des sabots sont faits en hêtre. Et comme on utilise en moyenne 4 paires de sabots par an, vous imaginez la quantité de bois qu'il faut pour... donc là, lui, il va travailler des grosses sections, les plus grosses qu'il va pouvoir trouver en forêt. Et puis, on arrive au métier qui nous intéresse, donc qui est notre charbonnier. Yvonne Jean Affen a illustré au fusain, donc au charbon de bois, 4 magnifiques illustrations que l'on va découvrir sur le charbon de bois. Donc, elle était très proche de Mathurin Méheux et dans le coup de crayon, ça se devine aussi. C'est elle qui a tenu le premier musée Mathurin Méheux quand il était au corps de Lamballe. On va revenir à la précédente. Voilà. Donc, une meule de charbon de bois, eh bien, c'est en fait un four. Il va falloir que ça monte au moins à 500 degrés à l'intérieur pour arriver à une combustion interne avec très peu d'oxygène. De manière à transformer le bois en charbon de bois. Il y a plusieurs dangers, il ne faut pas que ça s'enflamme, sinon il ne reste plus rien.
Il faut à peu près une semaine pour carboniser une meule. Il faut commencer par terrasser le secteur. Donc on va voir les terrassements qui arrivent. Ici, nous avons un travail qui a été fait en forêt de Brocéliande par Guy Larcher, qui est un des grands spécialistes du charbon de bois en Bretagne, qui a fait une série de reconstitutions historiques au cours desquelles il brûlait du charbon de bois. Et il y a un ouvrage tout à fait intéressant qui est fait par Joseph Bourlet qui s'appelle « Les charbonniers en forêt de Paimpont », qu'on retrouve en ligne en grande partie, donc qui est un ouvrage tout à fait fondateur en Bretagne pour ceux qui s'intéressent au charbon de bois. Donc il va falloir commencer par terrasser, il faut que ce soit rigoureusement plat parce que même un petit centimètre de pente va faire que la meule va s'effondrer quand elle sera en incandescence et donc ça va être catastrophique. Donc c'est un travail très précis d'un terrassement qui fait 6 à 8 mètres de diamètre, jusqu'à 10 mètres parfois. Toutes ces places à feu sont repérables aujourd'hui parce qu'elles ont été exploitées pendant plusieurs siècles. Et évidemment, quand il y avait une place à feu qui fonctionnait, on la réutilisait 25 ans plus tard, puisqu'il y avait des rotations rapides sur les coupes des forêts. Et certaines places à feu ont été utilisées plusieurs fois, 5, 10, 20 fois au fil des siècles. Et tous les petits ronds noirs que vous remarquez sur cette carte qui vient de la forêt de Keinecamp sont des places à feu. 3000 recensés sur la forêt de Keinecamp. Et les orienteurs, qui sont des cartographes experts, les ont toutes repérées. Et là, par exemple, vous avez sur ce circuit pratiquement la moitié des postes que l'on a trouvés sont d'anciennes places à feu. Donc c'est assez subtil quand on est sur le terrain. L'avantage d'avoir fait de la course d'orientation, ce qui est mon cas, c'est que lorsque j'arrive partout en montagne, en forêt, eh bien j'ai les repères du premier coup d'œil pour avoir souffert à les trouver pendant les courses. Donc le bois est acheminé, la place à feu évidemment est faite en aval de la coupe, dans les parties de forêt bretonne qui sont vallonnées, avec une brouette tout à fait spécifique que se sont fabriqués les charbonniers, à 2 grands bras en V. On y charge parfois 250 kg de bois. C'est un peu la compétition entre les vieux charbonniers et les jeunes, et honneur à celui qui porte la plus lourde et malheur à celui qui renverse son charroi. Les 2 pieds servent à ralentir la brouetée dans les pentes et à l'équilibrer en l'enfonçant dans le sol pour ne pas tout renverser. Et puis, lorsqu'ils arrivent, ils la culbutent par-dessus de manière à la vider en entier sans avoir à porter les bûches pour faire le tas, pour l'emmener à la meule. Ce sont souvent les plus jeunes qui commencent par faire ça dans le métier de charbonnier. On va retrouver cette brouette spécifique un peu partout en France. Ici, on est en Côte d'Or. Alors, autre témoignage tout à fait intéressant en Bretagne, c'est le témoignage de la famille Guégan. Donc, le fils, Joseph Guégan, a un site que vous pouvez consulter. Et son père, sa tante et ses oncles étaient charbonniers jusque dans les années 1970. Et régulièrement, jusque dans les années 90, son père et sa tante refaisaient régulièrement du charbon de bois, 1 ou 2 fournées par an. Et donc, il en a profité pour faire un reportage. Et donc, du coup, nous avons un témoignage photo de première classe. Donc, la première chose à faire, c'est une cheminée centrale. Le bois a été apporté par le rouleur pour pouvoir par la suite faire la mise à feu. Et autour de cette cheminée centrale, on va installer les bois debout de manière extrêmement précise. On continue à organiser les bois. Donc dans l'ordre de hiérarchie, c'était le deuxième, après le rouleur, le deuxième métier, quand le métier était dissocié, c'était le deuxième apprenti qui faisait le montage de la meule. On y mettait de 20 à 30 tonnes de bois jusqu'à 60 tonnes pour les plus grosses meules. 20 à 30 tonnes, ça va se brûler en 1 semaine à peu près. Une meule de 60 tonnes, il faut 15 jours. Et plus elle est grosse, plus c'est technique et plus c'est difficile. Mais parfois, quand il y a beaucoup de bois sur place, eh bien, au lieu d'avoir à le transporter au loin, on
on augmente la taille de la meule. Ici, des meules particulièrement spectaculaires dans les Landes, où là, ils ont mis jusqu'à 4 hauteurs de bois debout, peut-être même 5 sur la première. Là, ça correspond à largement 50 tonnes de bois. Vous voyez que le tas de bois qui paraissait énorme au début, eh bien, il s'amenuise peu à peu. Et nous arrivons à la phase de construction du four, c'est-à-dire qu'on a empilé le bois, il va falloir l'habiller de terre. Une phrase très, très longue et très très précise. Donc la terre est indispensable au charbonnier. On décolle de grandes langues de terre, le plus épais possible, jusqu'à 20-25 cm. Les mottes les plus grandes possibles, avec une houe spéciale très très large. Et elles sont ensuite disposées, en commençant par le bas, sur l'ensemble de la charbonnière, jusqu'à ce que l'on ait entièrement recouvert donc de cette couche de terre fraîche. La végétation est mise côté bois. Si on n'arrive pas à trouver suffisamment de mottes en végétation, on rajoute une couche de feuilles. Il y a plusieurs techniques là qui vont pouvoir être mises en œuvre. Et ensuite, c'est enduit, avant la mise à feu, c'est enduit de terre fine. Donc, comme là, c'est un endroit où il y avait déjà une place à feu précédente, eh bien la terre est brune. Et là, on va la tasser pour l'enduire, pour former une meule parfaitement étanche. Donc la mise à feu se fait progressivement par le haut, en y déposant du charbon de bois incandescent, des braises, et régulièrement une petite couche de charbon de bois, et ainsi de suite. On met plusieurs heures pour la mise à feu, et ensuite on rebouche soigneusement la cheminée centrale, de manière à ce que la combustion se fasse le plus possible à l'étouffer. De toute la série de Achille Millien, celle-ci, je vous ai agrandi le texte, qui est un poème en fait. Au centre du fourneau, l'on a glissé le feu, il vit se communique alentour peu à peu, l'ardeur se développe et la masse échauffée entre en incandescence et cuit à l'étouffer. Mais il faut, charbonnier, y veiller nuit et jour, un instant d'oubli peut, tout perdre sans retour. Donc on arrive à comprendre un petit peu le métier dans ce poème. Nous avons la chance, quand on étudie les charbonnières, de trouver des matériaux de très très bonne qualité. C'est un petit peu le cas à chaque fois qu'on fait des recherches de patrimoine. Il y a beaucoup d'amateurs très très éclairés et qui fournissent du travail de grande qualité. Ici, c'est en Italie, en Calabre. Et donc c'est assez facile, il n'y a quasiment pas de déchets, ce qui est très rare quand on fait des recherches par exemple sur Internet où il y a beaucoup souvent de déchets. Et là, sur le patrimoine, c'est vraiment un régal. Alors à mesure de la combustion, on va faire des petits trous progressivement, des fois avec un outil spécial, des fois avec le manche de la pelle, de bas en haut, pour laisser sortir les fumées. Et on va faire tout en bas, au pied de la meule, de petits trous d'entrée d'air. Il va falloir en permanence contrôler et l'entrée et la sortie pour que la combustion se fasse le plus possible à l'étouffer. Donc le vent est un ennemi majeur du charbonnier, puisque une saute de vent, tout s'enflamme. Donc ce qui fait qu'une charbonnière ne peut pas rester plus de 3 heures sans surveillance. 3 heures, c'est vraiment le maximum. Sachant qu'un charbonnier a 3 meules en permanence, en construction, donc une en construction, une en mise à feu, une en refroidissement. Ce qui fait que pendant la campagne de mise à feu, qui dure plusieurs mois, dans certaines régions qui dure toute l'année, eh bien le charbonnier dort comme d'un œil, jamais plus de 3 heures. C'est un peu comme un Vendée Globe qui durerait toute la vie en fait. Ici une photo de Guy Larcher où ils ont aussi refait des grands paravents. Ils ont construit une très très grande meule. Alors l'odeur. L'odeur, c'est assez caractéristique. Cette meule va changer d'odeur à mesure qu'elle cuit. Et au départ, il y a beaucoup de vapeur d'eau qui sort. Elle est blanche. Elle va changer aussi de couleur. Et progressivement, elle va changer d'odeur. Toutes les particules vont s'évaporer du bois. Les goudrons de bois vont s'évaporer. L'alcool de bois, le méthanol, l'acétone. Et à la fin, il ne restera plus que du carbone. Et là, il n'y aura que de la fumée bleue. Et pratiquement plus d'odeur. Donc c'est un indicateur pour le charbonnier. Et c'est à double sens parce que c'est aussi à l'odeur que reconnaissent tous les gens d'un village reconnaissent un charbonnier, parce que c'est impossible qu'il trahisse sa profession, tellement il est imprégné de cette odeur âcre de suie en permanence. Et
Imaginez des fois un soir, quand on traîne autour d'un feu ou d'un barbecue, comment nos habits sentent le lendemain, on se dit, oh là là, mais c'est impressionnant. Mais lui, c'est nuit et jour qu'il y est, y compris les cheveux, y compris la peau. Et donc, c'est vraiment un marqueur. Et donc, on retrouve des dictons un petit peu partout en Bretagne, notamment en Basse-Bretagne, sur l'odeur des charbonniers. Donc, la pluie est un ennemi considérable pour le charbonnier, parce que pour faire du feu sous la pluie, c'est pas facile, mais c'est pas ça le danger principal, parce qu'il arrive encore à étancher correctement sous une averse sa meule, mais si elle prend l'eau, cette eau peut rentrer en vapeur et la meule peut exploser. Et c'est un vrai problème, notamment sur les orages en été qui sont très très craints. L'autre problème, c'est que si le niveau d'eau monte au sol, le charbonnier pendant tout son travail va être dans la boue, puisqu'il est sur de la terre fraîche, fraîchement remuée, donc la pluie ça complique tout. Le gel, alors le gel, ça va compliquer aussi considérablement le métier, ou des fois ça va l'arrêter, puisque comme le charbon de bois ne se fait que en four en terre, dès qu'il gèle, on ne peut pas travailler. Donc dès qu'on ne peut pas lever les mottes de terre, le chantier s'arrête. Donc il va y avoir une moitié, on va dire, est et nord de la France, où le travail est carrément saisonnier. Et puis il y a une partie atlantique ici, où il y a des interruptions temporaires, mais on est sur la partie ouest de la Bretagne, sur la partie où, dans certains cas, il y a eu du brûlage toute l'année, puisque le gène est assez limité. Alors la nuit, il va falloir que le charbonnier continue à aller visiter ses meules, donc c'est aussi pour ça qu'il habite en forêt, qu'il se déplace la nuit, sans lampe, et qu'il travaille la nuit. Donc évidemment, la fatigue va se faire sentir. Ici, nous avons un travail qui est fait par Martial Aquaron, qui est un grand spécialiste du sud-est de la France, et qui a un site qui s'appelle Altimara, sur le travail du charbonnier, qui fait aussi des reconstitutions de chantiers de charbon de bois. Et évidemment, la fatigue qui se fait sentir, puisque la nuit peut en plus être compliquée par la pluie. Il n'y a pas de raison qu'elle arrive qu'en journée. Peut être compliquée par le vent. Et donc, la fatigue est omniprésente chez le charbonnier, qui est toujours à moitié hagard quand on le croise en forêt. Alors il y a tout un tas de dictons qui courent sur le dos des charbonniers, comme quoi ils commandent au loup, comme ils maîtrisent le feu, ils n'ont pas peur de la nuit. Et par rapport à l'enfer, ils sont souvent mal intégrés, voire persécutés parfois. Parfois aussi le charbonnier, comme il a le rôle d'éloigner les paysans de la forêt, il est aussi mal perçu. Donc ce n'est pas du tout une profession qui est intégrée socialement. Ici un passage de Paul Sébillot qui dit « En Basse-Bretagne, les lutins et le diable prennent parfois pour jouer des tours aux chrétiens l'apparence des charbonniers ». Alors nous arrivons dans la deuxième partie de la combustion de notre meule. Elle a réduit considérablement de volume, c'est la même que l'on voit depuis le début. C'est la partie la plus délicate, elle est en fin de cuisson. Vous avez vu la fumée bleue, elle est très très chaude, et si on l'ouvre d'un coup, elle va s'enflammer. Donc on est obligé de l'ouvrir très progressivement. On commence par ressortir doucement le bois. Il faut 2 à 3 jours pour extraire le bois. Et c'est la phase aussi la plus pénible, parce qu'on va être exposé à des départs de feu et à la chaleur. Il va falloir aussi considérablement d'eau, donc parfois, c'est le mousse le plus jeune, c'est avant qu'il soit apprenti charbonnier, qu'il va aller chercher de l'eau à la fontaine, à la rivière. Ça peut faire une distance des fois importante, et il va falloir faire des allers-retours fréquents pour pouvoir continuer à défaire cette meule. Là, c'est le dernier charbonnier des Ardennes, Agapit Delmont, personnage truculent, qui a fait du charbon de bois jusque dans les années 70. Et donc l'exposition à la chaleur, ça va être le moment aussi où on va être au plus près de la chaleur, 250 degrés à peu près à l'ouverture. Alors le charbon de bois est presque pur, hein, c'est du carbone, mais il y a toute la cendre dedans. Et donc la cendre et la chaleur, plus le restant de fumée, vont faire une poussière assez colossale. Un témoignage de Laurent Ranoux,
c'est une fumée lourde et poussiéreuse, et au niveau de la respiration, ça me posait des problèmes, je crachais beaucoup. La fumée m'a posé plus de problèmes que la chaleur, elle est très agressive. Donc Laurent Hanoux, c'est un ami de Guy Larcher, donc, qui ont fait des reconstitutions en forêt de Brocéliande. Et là, c'est après une reconstitution à Sarivoile, dans le parc d'Armorique en 2000. Donc le grand râteau qui sert pour extraire le charbon de bois. Donc là, on a une meule qui est partiellement ouverte. On voit encore le charbon de bois avec la terre dessus, et puis la partie qui est extraite. On commence la mise en sac. Faut faire attention à tout départ de feu. Donc il y a un grand panier spécial qui à l'origine n'était pas en métallique comme celui-ci, mais était en châtaignier. Donc là, on est dans le Tarn et on utilise des sacs de jute pour mettre le charbon de bois. Donc le charbon de bois pèse à peu près 17% du poids du bois initial. C'est le taux de rendement moyen sur une meule. Quand il est faible, on est à 20%, à 15%. Ça peut aller exceptionnellement jusqu'à 20%. Suivant la température aussi de combustion, ça peut varier. Donc une meule qui va brûler à basse température va faire un charbon plus lourd, mais qui aura une moins bonne qualité. Et une meule qui va brûler plus près des 800 degrés va faire un charbon beaucoup plus riche en carbone, mais évidemment il y aura beaucoup moins de poids. Donc le charbonnier essaye de trouver l'intermédiaire, puisque très souvent il est payé au poids. Et s'il fait de l'excellent charbon, et bien évidemment il sera moins payé. Ça donne lieu aussi à beaucoup de conflits, parce qu'il peut être aussi payé à la coupe, c'est-à-dire qu'on pèse le bois, on évalue le volume du bois une fois qu'il est coupé, ou alors il est payé au poids. Donc quand il est payé au poids, souvent, si le marchand de bois est un petit peu dur en affaires, eh bien, le charbonnier a tendance à rajouter des cendres et du sable dans le sac. Et puis aussi, il y a la part de risque, c'est-à-dire que ce n'est pas rare qu'une fouet s'enflamme, et cette part de risque, il faut que quelqu'un l'assume. Et dans certains cas, c'est seul le charbonnier qui l'assume, auquel cas, il va falloir qu'il répercute ces 25 ou 30 tonnes de bois qui auront disparu sur ses frais généraux, on va dire, en trichant un petit peu. Et parfois, le marchand de bois accepte de prendre cette part de risque. Donc il y a autant de cas de figure suivant les régions. Donc le marchand de bois, c'est lui qui achète la coupe en général et qui se charge de la revente du bois. On arrive à la structuration du métier qui est très très variable suivant les endroits et suivant les périodes. Donc il y a deux grandes périodes, il y a avant et après la Révolution. Donc à partir de la Révolution française, les corporations de charbonniers disparaissent, même si ce n'était pas vraiment organisé exactement comme certaines corporations, mais plutôt en compagnonnage. Le métier était très structuré et on ne pouvait pas y rentrer qui voulait. Après la Révolution, tout le monde va pouvoir devenir charbonnier. Et donc, du coup, le métier va changer. On va aussi avoir la mutation de la fin du charbon de bois, donc du charbon de bois comme énergie principale, qui va se faire vers 1860. Et là, progressivement, le métier va disparaître en un siècle. Et donc, le métier va aussi changer. Près des très très gros clients que sont les forges, le métier va être particulièrement structuré avec un acheteur de bois, donc en l'occurrence là souvent le forge, et un maître charbonnier qui commande ses équipes de charbonniers jusqu'à 25-30 personnes, avec toute la déclinaison des métiers que l'on a vus. Le rouleur, le monteur de meule, le maître charbonnier, c'est celui qui fait la cuisson, et puis les saquiers et les rouliers derrière. Alors que parfois, sur la fin de la période, c'est le même qui fait tout, voire même des fois il fait l'abattage du bois. Donc il y a autant de cas de figure qu'il y a de types de forêts et de types de clients. Donc évidemment, comme on fait une coupe à blanc tous les 25 ans, on ne peut pas habiter au même endroit. Donc le principe même du charbonnier, c'est qu'il est nomade. Ce n'est pas le seul métier nomade, hein. Beaucoup de gens habitent en forêt, mais c'est vraiment le plus présent en forêt. On va avoir des habitats qui sont construits de manière précaire, souvent avec les matériaux du bord, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas sa cabane, on la construit sur place avec les matériaux qui existent. On va utiliser la même technique que pour une meule, c'est-à-dire qu'on met du bois debout et on l'habille avec des mottes de terre que l'on étanche comme on peut, avec une petite cheminée intérieure. Ici, on est dans le Finistère. On voit très bien l'aspect de la forêt une fois que les charbonniers sont passés sur la droite de la vue. On est dans le Tarn, là.
ça ressemble. Donc ce n'est fait que d'adaptation donc ils ont mis les sacs de charbon à sécher sur le haut de la cabane. On est en Corrèze, où on retrouve la grande houe du charbonnier, ses outils à long manche et puis sa brouette spécifique. Là, on est en Gironde. Comme il avait des pins assez longs, il a fait sa façon tipi, avec le haut pour laisser sortir la fumée. Et là, on voit la présence de l'épouse et d'un enfant. Donc la famille, c'est encore très variable. Parfois, elle habitait carrément en forêt tout le temps. Parfois, il n'y avait que les hommes en forêt. Ça dépendait beaucoup de la saisonnalité et de la période. Au début de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, où on a commencé à faire du charbon de bois en grande quantité, quand on est passé du bas fourneau au haut fourneau dans les forges, on a multiplié par 10 à peu près la consommation de charbon de bois. Et bien là, on a eu beaucoup de peuples de charbonniers et au départ qui habitaient majoritairement en forêt. Donc évidemment, souvent les photos qui datent du début 20e sont des photos posées. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas intéressantes, hein. Évidemment, les deux jeunes filles qui sont sur la gauche sont les filles du photographe, vraisemblablement. Elles n'ont pas l'air d'être en tenue de faire du charbonnage. Alors, la vie sociale est très limitée, forcément, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées, notamment la prégnance du métier, où on doit être jamais moins de 3 heures sur le chantier. Donc pour aller à une fête locale, c'est pas facile, d'autant plus qu'ils sont très très mal acceptés par les populations environnantes. Alors, quand on lit les récits de charbonniers, il y a un mot qui leur arrive très souvent. Ils parlent de liberté quand ils parlent d'eux-mêmes. Ce qui pour nous paraît complètement surprenant parce que le métier est extrêmement prégnant, comme vous avez pu voir. Et en fait, il faut regarder cette liberté par rapport au monde extérieur, notamment au monde paysan, qui lui est astreint à un sol et qui est astreint à un propriétaire et qui est astreint à des récoltes. Le charbonnier, il loupe une meule, il en recommence une autre le lendemain. Et il a ses horaires, il est son propre patron en forêt. Et donc, ça génère pour lui ce sentiment de liberté qui est vraiment transversal à tout ce qu'on peut lire sur les charbonniers et qui nous paraît, nous, un petit peu extraordinaire. Là, sur cette peinture, on a vraiment l'ambiance de fin de feu avec la chaleur, la fumée et la meule qui est presque consumée. Donc nous arrivons à une autre partie qui est le charbon de bois, quand, pourquoi et comment. Donc une question qu'on peut se poser: depuis quand fait-on du charbon de bois? Il n'y a pas d'âge des métaux sans charbon de bois. On ne peut pas faire de fer sans charbon de bois. Impossible de faire marcher un haut fourneau ou un bas fourneau avec du bois parce qu'on n'obtient pas la température. Donc le bas fourneau, c'est un four à usage unique qui va fonctionner une seule fois de manière fermée, un peu comme une charbonnière. Et un haut fourneau, c'est un four à usage continu que l'on continue à remplir par le haut et qui s'écoule par le bas. Et le lien entre les deux, c'est autour des années 1550-1600, où on passe au haut fourneau. Le haut fourneau va produire beaucoup plus de quantité de fer. On a aussi probablement, avant donc l'âge du fer, du cuivre et du bronze, hein, le cuivre c'est pareil, hein, ça dépasse les 1000 degrés, donc il nous faut du charbon de bois. Probablement sur les fours à poterie, eh bien on a notamment dans la deuxième période de la partie de la poterie, donc à partir du milieu du Mésolithique, on a déjà du charbon de bois. Alors l'intérêt du charbon de bois, c'est sa légèreté au transport. 1/5 du poids du bois en moyenne, suivant le rendement. Très peu de fumée pour celui qui l'utilise. Une montée très rapide en température. Un très fort pouvoir calorifique. Et une très bonne propriété de réduction du fer. Puisque dans un haut fourneau, le charbon de bois, il sert à deux choses. Il sert à chauffer, mais il sert aussi à la réaction chimique avec le minerai de fer. Donc là, ce qui s'appelle la réduction du fer. Et donc là, le carbone va s'allier au fer pour faire la réduction du fer. Et le charbon de bois est particulièrement approprié. Ce n'est pas du tout un procédé qu'on va dire boiteux par rapport à la fonte moderne qui est la fonte au coq. Au contraire, même, c'est plus facile de faire du charbon de bois, de faire du fer avec du charbon de bois. Alors, qui consomme du charbon de bois?
dans la période qui nous concerne, les forges ou hauts fourneaux. Donc le forge a un double sens, ça peut être le travail du forgeron, là dans le premier sens c'est le haut fourneau et le bas fourneau, qui en consomment des quantités importantes, puisque le ratio est sur un bas fourneau de 1 à 3 kg de charbon pour 1 kg d'acier. Sur un haut fourneau, on descend un petit peu à 1,5, où le rendement est meilleur. On a les verreries. Alors les verreries sont assez peu présentes dans l'ouest de la France, on en a quand même quelques traces dans les Côtes d'Armor, autour de Burtulette par exemple, Locarn, on a des verreries. Alors le verrier est particulièrement en forêt, particulièrement haï de toutes les populations locales parce qu'il consomme une quantité de bois astronomique, puisque le ratio est de 1 à 30. 30 kg de charbon de bois, pas de bois, pour faire 1 kg de verre. Donc on disait qu'il fallait une stère de bois, un mètre cube de bois, pour faire 1 kg de verre. Donc ce qui est ahurissant comme proportion. D'autant plus que pour la réduction du fer, on utilise un fondant qui est du calcaire. Donc, par exemple, pour le four que j'ai beaucoup étudié, c'est le four des Forges des Salles, le calcaire arrivé de Cartravers, ici, pas loin de Quintin, ou du port du Légué, des coquillages d'huîtres, par exemple. Mais pour les verreries, le fondant, c'est de la cendre de bois. Donc, on commence par brûler d'énormes tas de bois à ciel ouvert, pour juste récupérer la cendre. Donc le procédé est absolument gourmand en bois. Toute l'industrie qui fonctionne avec des fours qui dépassent 1000 degrés consomme évidemment énormément de charbon de bois, comme les fours à chaud, les briqueteries, les tuileries, la céramique, les poteries. Nous avons un autre cas particulier qui sont les fours à goudron. Donc cette fois-ci, le produit visé n'est pas le charbon de bois en lui-même, mais les goudrons de vapeur de bois que l'on condense pour les récolter. Donc le charbon de bois devient un sous-produit. En Bretagne, c'est accessoire. Par contre, en France, ce n'est pas du tout accessoire, on va le voir un peu plus loin. Et puis, nous avons les usages domestiques, que sont les fourneaux de forgerons et les fourneaux domestiques qui servent à faire la cuisine, en ville notamment. Un autre usage, c'est la poudre à canon et la poudre fusil, puisque jusqu'à la fin du 19e, c'est un des 3 constituants de la poudre. Et dans toutes nos forêts bretonnes, là, on retrouve des moulins à poudre où l'on moud de la cendre de bois pour... il faut une moulure très précise et des essences très précises. Ils préfèrent les bois blancs. Le bois de Bourdaine étant le bois le plus recherché. Donc nous arrivons dans les forges des Côtes d'Armor. Un petit gros plan sur les forges. Nous en avions début 19e 8. On va faire maintenant un gros point sur les Forges des Salles qui sont dans le bas, donc dans le centre Bretagne. Pour ceux qui s'intéressent, comment fonctionne une forge, il y a un ouvrage de référence absolument extraordinaire qui s'appelle « À l'aube des hauts fourneaux », où là vous aurez le détail et même plus sur le fonctionnement à l'intérieur du four, comment ça se passe. Donc la Forge des Salles, où sont passés ce four à hauts fourneaux, a été monté en 1623. Il a été démonté, il s'est arrêté en 1870, on va voir dans le détail pourquoi. Il fallait de 150 à 250 hectares de forêt par an, en coupe à blanc, pour le faire fonctionner. Donc il fallait un volume de 3000 à 5000 hectares dédiés à ce fourneau. Ça se visite si vous avez l'occasion d'y aller. C'est l'ensemble de forges, un des plus beaux ensembles qui reste en France de forges. Donc le four a été monté en 1859. Donc une coupe à blanc, c'est ça, hein, on enlève tout en même temps et on billonne le bois. Il y avait parfois un métier qui s'appelait le billonneur d'ailleurs. Alors le déclin des grandes forges à bois en France, évidemment, il nous intéresse pour le charbon de bois. Donc c'est la rareté du bois, la concurrence avec le coke et le pétrole, notamment qui nous arrive d'Angleterre. Les Anglais ont brûlé toute leur forêt un siècle avant nous. Au XVIIIe siècle, ils n'ont plus de bois. Donc ils sont passés à la fonte au coke 100 ans avant nous. Et donc ils ont pu industrialiser les process avec de très grandes quantités. Et ils ont pu perfectionner la fonderie et notamment baisser les coûts. Et donc lorsqu'il arrive en 1860, le traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre,
Évidemment, au niveau de l'acier, on n'est pas du tout égaux au niveau de la technologie. Ils ont une avance considérable. Et sur les 300 grandes forges qu'il y avait en 1860, 10 ans après, il en reste 82. Donc alors, elles étaient arrivées par ailleurs au bout du processus, puisque c'est des forges qui exploitaient principalement des minerais de surface qui étaient en train de disparaître et qui exploitaient du bois de surface qui était arrivé aussi. Les forêts étaient exsangues. Et le dernier haut fourneau à bois est en 1830. Donc, le fourneau qui nous intéressait précédemment venait d'être refait en 1859, un an avant le traité. Et il s'est arrêté en 1870, donc il n'a fonctionné que 11 ans. Il existait précédemment, c'était sa rénovation qui datait de 59. Un petit aspect sur les forêts, on ne va pas détailler l'ensemble de ce schéma. Il faut juste savoir qu'en vert, c'est la superficie de forêt et en noir, c'est la population française. Donc on est en millions d'hectares pour la forêt et en millions d'habitants pour la population. À la fin de la dernière glaciation, on est autour de 45 millions de forêts quand elle remonte, quand la France dégèle au sommet. Donc il y a à peu près 12 000 ans de ça. Et on va arriver à l'étiage en 1887. Elle est souvent citée, cette date, c'est la création du Code forestier. On est à 7 millions. Il y a eu un petit plateau au Moyen-Âge, ici, et puis le passage du charbon de bois, des hauts fourneaux aux bas fourneaux donne cet abysse vers lequel on s'effondre. Et aujourd'hui, on est à 17 millions d'hectares. Donc la forêt a plus que doublé, la forêt française, parce que la forêt mondiale, en un siècle, on l'a encore divisé par deux. On est vraiment sur. C'est à peu près le même cas dans tous les pays développés, les forêts augmentent. Par contre, les forêts diminuent drastiquement dans les pays en voie de développement. Alors, quelle essence utilise-t-on? Nous allons avoir chance d'avoir Maurice Denis dans les Côtes d'Armor pendant 2 mois sur un domaine qui nous intéresse, les chemins de la nature. Alors, quelle essence utilise-t-on? Eh bien, on utilise le hêtre, le chêne et le charme. Le hêtre parce qu'il est très facile à faire brûler, notamment c'est un bois qui comme les délais de séchage sont très courts, de 2 à 3 mois, 6 mois maximum, qui va bien brûler, qui va être très stable à la combustion. Le chêne, on l'utilise parce que c'est le plus courant en Bretagne, et on utilise aussi le charme parce que c'est celui qui a le plus de rendement. On peut brûler tout. On brûle en Bretagne du bouleau, du noisetier, du frêne, du châtaignier, du chêne vert, du chêne pubescent. On n'aime pas le châtaignier parce qu'il est très fort en tanin, il fait beaucoup de goudron, il n'est pas facile à faire brûler. Le chêne vert et le chêne pubescent, évidemment, c'est sur le pourtour méditerranéen. Le chêne vert, c'est le chêne le plus recherché, c'est le bois le plus recherché pour le charbon de bois. Il produit un excellent charbon de bois. C'est la cause principale de l'extermination de la forêt méditerranéenne, qui était une forêt de chêne vert et de chêne pubescent. Donc elle a brûlé. Le pin, le sapin, le mélèze, l'épicéa peuvent être utilisés aussi, bien que ce soit plus difficile, mais donc dans beaucoup d'endroits où il n'y a que ça, c'est notamment en montagne et dans le sud-ouest, c'est utilisé. Et puis, quand on vient à manquer de tout, on brûle des souches, des branches et des fagots, notamment dans la deuxième partie, au XXe siècle, la dernière partie où on commence à avoir des fours métalliques où on peut mettre à peu près tous les petits bois dedans. Les conséquences du charbonnage intensif pour les forêts, eh bien, pour les arbres, c'est un déclin progressif des futaies, donc des grands arbres au profit des taillis, puisqu'on recoupe régulièrement. Une diminution des espèces d'arbres, parce que ce sont ceux qui rejettent de souches qui vont être favorisés. Évidemment, les arbres qui rejettent mal de souches ne vont pas être favorisés, ceux qui ne repoussent pas assez vite non plus. Ça va entraîner un appauvrissement génétique des arbres, puisqu'on est sur une forêt qui repousse à partir du même tronc, et non pas à partir d'un fruit. Et donc, sur 3 ou 4 siècles, donc de 1600 à 1900, eh bien, ça s'appauvrit. Et un appauvrissement de la biodiversité, donc c'est toute la faune, la flore autour, puisqu'on est sur une coupe à blanc tous les 25 ans, voire sur la fin de période, la coupe à blanc se rétrécit à 20 ans, quand la forêt est arrivée un peu fatiguée. Pour le sol, un problème d'érosion accéléré du fait de la mise à nu et de l'absence de feuilles. Vous savez que les feuilles au sol, c'est ce qui empêche l'érosion sur une forêt. Dès que l'on enlève le couvert de feuilles mortes, la pluie va laver
le sol va l'entraîner. Un lessivage des matières minérales, donc lessivage c'est au sens chimique, hein, donc c'est une descente des minéraux dans le sol. Une acidification du sol sur nos sols qui sont, nos substrats ici qui sont acides, les roches acides de Bretagne, donc une acidification qui est un phénomène irrémédiable de la mise en culture, qui ne peut être réglé que par un apport de calcaire, mais on ne sait pas le faire jusqu'à très tard, jusqu'au XIXe siècle. Et donc une acidification qui va rendre le sol impropre à beaucoup de cultures, avec des plantes acidicoles comme la fougère, les fougères et les bruyères, qui va entraîner cette acidification, une dégradation des forêts en landes, maquis et garrigues. Donc c'est le même phénomène, hein. Pas sur les garrigues, parce que sur les garrigues c'est un sol calcaire, mais sur les landes et les maquis, qui sont des forêts dégradées par l'homme sur sol acide. Donc une repousse en taillis, voilà un peu à quoi ça ressemble, hein. Ça fait du bois très intéressant pour le charbonnier, puisqu'il va correspondre au bout de 25 ans exactement au diamètre qu'il va avoir besoin. Il ne va pas avoir besoin de faire appel au fondeur. 1940 quand même, ça déclinait tranquillement le XXe siècle, et retour du gaz de bois pour faire marcher tous les moteurs, puisque l'effort de guerre concentre toutes les autres énergies. On va avoir en zone libre en France des chantiers de jeunesse qui vont être installés, avec un service obligatoire civil, beaucoup sur les chantiers de bois. Là, on a une photo d'un chantier de jeunesse, d'abattage de bois. Et là, ils vont utiliser des braisettes, donc des fours métalliques, qui sont souvent de petites quantités. On peut mettre 2 à 3 mètres cubes de bois, mais qui ont l'avantage de fonctionner sur une rotation très rapide et demander beaucoup moins de technicité. Sur 24 heures, on fait une fournée. On en retrouve en montagne, celles-ci, je les ai trouvées en montant au Trois-Becs dans la Drôme. Et en demandant aux anciens en bas au village, ils m'ont dit que ça datait de la dernière guerre mondiale. Un petit tour vers la chimie du bois, donc savoir comment ça se passe à l'intérieur de la meule. Donc la composition du bois, la moitié de carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Tout ça, ça nous arrive de l'air. Donc il ne faut pas oublier que 98% du bois nous arrive de l'air et 2% du sol, ce sont des minéraux. Et donc évidemment, la meule, ça va être le travail du charbonnier, ça va être de capter ce carbone dans les meilleures conditions possibles. Donc cette décomposition se fait en 3 phases. Il y a une phase de séchage jusqu'à 250 degrés, c'est les fumées blanches, il sort de la vapeur. Il y a une phase de pyrolyse de 300 à 800 degrés. Suivant le degré de pyrolyse, on va avoir ce dont on avait parlé, le type de charbon de bois. Et différents gaz de bois. Et en fin de pyrolyse, eh bien, c'est le bois qui va servir pour la combustion en 900 et 800 degrés. Donc là, il n'y aura plus de flamme. J'ai oublié de mettre il n'y a plus de flamme en fait. La transformation du bois par la pyrolyse, on appelle ça aussi la distillation sèche parfois dans la littérature. Vous trouverez aussi le terme de carbonisation. Tout ça, c'est plus ou moins synonyme. Donc on obtient un solide, qui est le charbon de bois, suivant les process de 10 à 45% de charbon de bois, vous voyez que c'est énorme, pour une teneur en carbone de 60 à 95%. Or, il se trouve que ce sont les mêmes qui font 10% de charbon de bois et qui font 60% de carbone. Donc vous voyez qu'il y a certains process qui sont assez désastreux au niveau du rendement. Il y a des liquides condensables et des jus qu'on appelle jus pyroligneux qui vont s'évaporer, qui vont pouvoir pour certains être récupérables. Par exemple de l'acide acétique, qu'on appelle du vinaigre de bois, de l'alcool méthylique, l'alcool de bois aussi, qu'on appelait l'esprit de bois, des acétones, pas faciles à récupérer, mais qui peuvent se récupérer, des goudrons, et puis du gaz, lui, très difficile à récupérer, du monoxyde du carbone, du méthane et de l'hydrogène. Donc dans le cas qui nous occupait précédemment, on était à un rendement autour de 17%. On peut pyrolyser plein de choses, pas seulement de bois, on peut pyrolyser de la tourbe, du bois, donc de la houille, qui va donner le fameux coq. Hein. Le charbon est assez impropre à faire fonctionner un haut fourneau, parce qu'il n'est pas épuré de ses impuretés. Donc il faut d'abord le pyrolyser pour pouvoir faire fonctionner un haut fourneau. On pyrolyse beaucoup de pétrole aujourd'hui, 50% des sous-produits pétroliers que nous utilisons sont obtenus par pyrolyse. Et c'est une voie de valorisation des déchets. On fait par exemple du fuel de pneus. Ou bien on récupère aussi les gaz de plastique par pyrolyse. Les inconvénients de la charbon de bois dans une meule traditionnelle.
le rendement en poids de bois est de 15 à 20%, le reste est propulsé dans l'atmosphère, et la perte de bois est de 80%, la perte de pouvoir calorifique. Donc lorsque l'on fait du charbon de bois par rapport à du bois, c'est très pratique au transport, c'est très léger, mais 80% de l'énergie a disparu dans les airs. Petit détour vers les goudrons de bois, puisqu'on en a parlé que ça pouvait se récupérer. Ça sert à faire des protections de bois, des antiseptiques. Ça sert par exemple en horticulture ou bien aussi en usage vétérinaire aujourd'hui. Ça servait pour les usages humains souvent. Le bois le plus recherché, c'est le pin sylvestre, qui va nous faire un goudron de bois de calfatage des bateaux de premier ordre. Le pin sylvestre, on va le retrouver, donc il n'est pas endémique en Bretagne, hein, voilà, il est endémique, endémique ça veut dire qu'il pousse naturellement. C'est le pin du Nord, on le retrouve sous l'appellation pin de Riga par exemple, ou bien pin d'Écosse. Si vous achetez du bois, si vous achetez du sapin du Nord, ça sera du pin sylvestre. Il pousse très très nord jusqu'au cercle polaire. C'est l'essence résineuse la plus nord et la plus exploitée aujourd'hui sur la planète. On va la retrouver en France dans tous les massifs forestiers et on va la retrouver plantée en Bretagne à partir du début du 19e, un peu partout. Pas pour l'agrément, hein, dès qu'on va commencer à reboiser à partir du code forestier et surtout sous Napoléon III, 1860, on va en planter partout, notamment le long des fleuves bretons. Vous savez que dès que l'on a été approvisionné en charbon de bois par les Anglais, les minéraliers qui nous amènent, en charbon de terre par exemple, pardon, les minéraliers, ceci bien avant le traité de libre-échange, hein, on recevait du charbon et non pas de l'acier, les minéraliers cherchaient un fret du retour, notamment du poteau de mine, et donc on a planté du pin sylvestre à pousse rapide le long de tous les fleuves côtiers pour pouvoir recharger ensuite du poteau de mine qui rentrait sur les mines d'Écosse. C'est particulièrement sur le Blavet, si vous allez à l'écomusée des forges de Denbon, vous aurez une explication sur ce transfert de bois de poteaux de mine. C'est aussi la première marchandise transportée par les Vikings. Donc là, on est en l'an 800. Vous voyez, c'est pas récent. Là, on a un four à goudron scandinave qui date du premier millénaire, donc où on récupère le goudron du bois de pin sylvestre. Donc évidemment, aussi vieux que la marine, depuis qu'il y a un bateau sur l'eau, on utilise du goudron de calfatage pour les coques. Autre type de four à goudron, le four à génévrier-cade. Donc si vous allez en Méditerranée, il est assez courant, on l'appelle aussi l'oxycèdre. On en fait un four un peu sur le même principe que le four scandinave, hein, où on récupère, alors ça consomme doublement du bois, puisque à l'intérieur on met du génévrier et à l'extérieur on met du bois pour obtenir la température. Ça a donné la fameuse marque Cadom, et quand on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires assez importants, ça ne sert plus en fait, il n'y a plus de ville de Cad dans la marque Cadom, ils ont gardé la marque, ça sert en usage vétérinaire principalement. Qui sert par contre toujours pour l'usage humain, ce sont les goudrons de bouleau et les goudrons de hêtre, qui sont obtenus aussi par pyrolyse du goudron. La plus vieille colle humaine retrouvée, 200 000 ans, sur les flèches des néandertaliens, sont en goudron de colle, en goudron de bouleau. Alors, elle est complètement incroyable cette colle parce qu'elle est réversible. Elle peut devenir liquide à la chaleur et elle devient dure en refroidissant. Donc, et c'est obtenu. Alors, il y a des reconstitutions intéressantes pour la manière d'obtenir cette colle. Et notamment, les chercheurs ont fait ça à partir d'un œuf. Ils en ont fait une petite quantité, l'équivalent de quelques cuillerées dans un œuf. Mais on ne sait toujours pas comment ils faisaient. Alors, la production de charbon de bois aujourd'hui, pour terminer, aujourd'hui, on n'a jamais consommé autant de charbon de bois sur la planète, alors que tous les usages industriels ont disparu ici. Il existe une technique de four en fosse que l'on trouve partout en Afrique, qui est le four le plus utilisé, qui a un rendement très faible de 10% de charbon de bois avec un taux de 60% de carbone. Aujourd'hui, c'est la première cause de déforestation de l'Afrique, le four à bois basique en fosse. C'est vraiment un marqueur social important entre le nord et le sud. Il y a tous les gens qui font la cuisine au charbon de bois et il y a ceux qui le font au gaz ou au fioul ou à l'électricité. Il y a vraiment deux mondes.
L'Afrique aujourd'hui ne peut absolument pas se passer de charbon de bois pour son usage quotidien. On va retrouver aussi des fours en meule. Il y a des procédés évidemment qui sont beaucoup plus économiques pour le process qui sont mis en place notamment par un grand nombre d'ONG et notamment beaucoup de recherche qui est fait par l'organisme public français sur la recherche qui s'appelle le CIRAD. Donc il y a une meule qui s'appelle la meule Casamance qui est testée au Sénégal avec beaucoup de succès puisqu'on arrive à 20 à 30% de charbon de bois, ce qui est assez exceptionnel. On a le cas particulier de la Namibie, donc la Namibie qui est un des pays d'Afrique du Sud les plus pauvres et les moins peuplés du monde, a un problème d'arbres invasifs, et donc qui sont charbonnés. Donc du coup, ils ont obtenu le label forêt durable pour faire les grandes marques françaises, par exemple, se sont installées, ou européennes là-bas. Si vous allez dans un magasin, vous verrez sur les sacs de ces deux marques qui sont exposés, vous verrez le provenance Namibie. Donc ça pourrait paraître vertueux. Le souci, c'est que c'est fait dans des toutes petites braisettes en métal où on a un rendement très très bas. Le charbon de bois reste de très haute qualité parce qu'on utilise de l'acacia, l'arbre invasif, qui est un bois dur de très haute qualité. Et pourtant, ces paysans namibiens n'ont pas d'autre solution pour avoir leurs revenus. Un gros tiers de notre charbon de bois qui nous arrive ici en magasin nous arrive d'Europe de l'Est, donc dans des fours en briques ou des cornus en métal. Donc le cornus, c'est le premier procédé qui permettait de récupérer de la chimie du bois, qui permettait de récupérer les gaz de bois. Ici, souvent, ils ne les récupèrent pas. Au mieux, ils les brûlent sur place. Nous avons un cas particulier qui est le Brésil, donc qui est le plus gros producteur de charbon de bois aujourd'hui au monde, à l'échelle du Brésil. Donc, il y a un four traditionnel qui s'appelle le Raboquente qui est le plus utilisé. On utilise aussi des gros fours américains qui sont des fours Missouri dans lesquels on peut mettre jusqu'à 100 tonnes de bois. Les fours Missouri arrivent à un rendement de 35% de charbon de bois. C'est énormément utilisé puisqu'on a des grands groupes français qui est par exemple un groupe sidérurgique Vallourec, un groupe français qui ne fonctionne que au charbon de bois, qui a ouvert 2 hauts fourneaux qui ne fonctionnent que au charbon de bois. Donc il y a aujourd'hui sur la planète beaucoup de hauts fourneaux qui fonctionnent encore au charbon de bois. Par exemple, le premier four Vallourec utilise 160 000 hectares de monoculture d'eucalyptus avec une rotation de 7 ans pour faire fonctionner son four. Donc c'est présenté évidemment, si vous allez sur le site de Vallourec, comme un cycle vertueux puisqu'on capte du carbone de l'air, on ne prend pas du carbone du sol, pour faire une opération qui jusqu'ici était faite avec du carbone fossile. Évidemment, à la place de avant cet eucalyptus, il y avait une forêt amazonienne. Il y a des voies de recherche qui sont particulièrement intéressantes, qui sont mises en œuvre souvent par le CIRAD, l'organisme français de recherche, qui sont la meule Adam et le procédé Green Madrotor, qui arrivent à des rendements tout à fait impressionnants et qui, eux, en plus d'un haut rendement, arrivent à un très fort pourvoir de carbone. Le souci, c'est que c'est cher et c'est pas transportable. Donc, pour l'Afrique, ça reste un vrai problème. On arrive en France avec ce qui se fait aujourd'hui de plus technique, l'exemple de la société solaire, donc qui arrive à 45% de charbon de bois, avec 95% de carbone, et qui valorise tous les gaz. Par exemple, l'usine qui vient de monter dans les Landes, il chauffe toutes les communes tout autour. Évidemment, c'est complètement intransposable dans les pays précédents, puisque là, il y a une série d'ingénieurs pour faire marcher ce procédé. Eh bien, je vous remercie. Donc, si certains ont des questions, on va pouvoir y répondre.